L'autonomie privée dont bénéficie la jeunesse des années 2000 s'inscrit dans une division implicite du travail amoureux et relationnel qui fait des femmes les gardiennes privilégiées de la morale sexuelle. Chargées de contrôler le désir des hommes et les conséquences de l'activité sexuelle, elles ont toujours la responsabilité d'intéresser les hommes au couple hétérosexuel et à la procréation le moment venu. La persistance d'une dichotomie intériorisée par les acteurs et renforcée par la panique morale adulte selon laquelle les femmes seraient mues principalement par des buts relationnels et affectifs et les hommes par des besoins sexuels impérieux, tend à renforcer cette représentation des femmes comme agents civilisateurs des hommes. Elle ne favorise ni l'égalité entre les sexes, ni l'égalité des désirs. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu particulier puisque je vais faire une vidéo qui se démarque de mon contenu habituel. J'avais envie de réagir et de commenter la dernière vidéo postée par mon collègue youtubeur Le Roi des Rats, que je n'ai pas besoin de présenter j'imagine parce que c'est une personne qui est très suivie, très regardée. Ses vidéos ont tendance à faire beaucoup parler d'elle. Et voilà, c'est une personne que je suis maintenant depuis, je dirais, 2-3 ans. Je pense que je peux dire que je connais assez bien son contenu puisque je regarde la majorité des vidéos qu'il a postées depuis maintenant plusieurs années. Et je n'ai aucun doute sur le fait que cette personne, dans sa démarche en tout cas, est bienveillante et veut bien faire. Je ne remets pas du tout ça en question. D'ailleurs, le travail audiovisuel de manière générale est immense. Ça se voit qu'il y a beaucoup d'investissements personnels et de moyens aussi pour l'élaboration des vidéos. Du coup, vraiment, mon but avec ma réaction d'aujourd'hui, c'est pas du tout de lui accorder des intentions qu'il n'aurait pas, ou de discréditer son taf, ou de dire que c'est une mauvaise personne, ou de pousser à ce qu'on le cancel, ou quoi que ce soit. Pas du tout, vraiment, genre c'est la dernière de mes envies. Donc vraiment, je tolérerais absolument pas que des personnes qui auraient vu cette vidéo, ou qui feraient partie de manière générale de mes abonnés, se permettent d'être irrespectueuses ou malveillantes à son encontre. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est important d'avoir des espaces où on peut dialoguer, où on peut débattre, où on peut discuter, même si c'est parfois par vidéo YouTube interposée, et je veux pas que ça rime à quelque chose de violent ou quoi que ce soit. Je pense juste que, voilà, il a posté plusieurs fois du contenu qui moi, sur certains points, m'a déplu, notamment en ce qui concerne des thématiques liées au féminisme. Et d'ailleurs à ce sujet j'avais déjà invité Le Roi des Rats à ce qu'on en discute et puis ça n'avait pas abouti, mais c'est pas grave, c'est ok, enfin genre je dis pas ça pour le shame et tout, mais juste disons que ça fait un petit moment déjà que ça cogite dans mon cerveau où je me dis franchement il y a des perspectives, il y a des biais parfois qui me dérangent et tout, et sachant l'audience immense qu'il a et le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui le suivent et tout, bah oui ça me fait grincer des dents parfois d'entendre certaines choses concernant des thématiques féministes à nouveau, qui selon moi ne sont pas justes ou juste avec lesquels je ne suis pas d'accord. Lui a le droit de poster son contenu et ses opinions, moi aussi. Il est d'accord avec le fait que je fasse cette vidéo réaction, on en a parlé, c'est pas du tout un clash, il n'y a pas de drama. Je lui ai dit que j'allais commenter en live parce que pour moi c'était important, parce que c'est une thématique qui me touche. Donc vraiment, je sais que je prends 10 000 pincettes, mais à chaque fois qu'on fait ce genre de vidéo, les gens s'emballent, ils pensent que c'est bon, on va foutre quelqu'un sur le pilori et puis l'harceler ou quoi, et c'est tout ce que je veux pas. Oui, l'hypersexualisation, sujet de la vidéo dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet sensible. C'est un sujet qui indirectement me concerne parce que je reste quand même une jeune femme sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas une adolescente, mais j'ai été adolescente sur les réseaux sociaux. Donc d'une certaine manière aussi, mon vécu personnel va entrer en jeu dans la critique. Et je pense que c'est important de préciser que si je m'énerve dans la vidéo, si je suis agacée, si je soupire, si je lève les yeux au ciel, ce n'est pas contre Le Roi des Rats, je ne juge pas sa personne, je ne juge pas qui il est. Comme je t'ai dit, ça fait un petit moment que je cogite sur quand il prend ses positions sur ces thématiques et tout, et que j'ai cette sensation parfois d'agacement et tout, et je me dis genre, pourquoi il dit ça? Donc c'est par rapport à ce qu'il dit, ok? Donc voilà, juste c'est ok d'avoir des émotions, c'est ok que parfois peut-être on sente que je suis agacée, énervée ou quoi, et c'est pas grave. Pour structurer ma critique sur la thématique du coup de l'hypersexualisation, de la sexualité des jeunes, etc., et des réseaux sociaux, je me suis appuyée sur deux documents. Donc le premier c'est Autonomie sexuelle des jeunes et panique morale des adultes par Michel Boson, que je te mettrai dans la description. Et la deuxième, c'est beaucoup plus court, donc c'est une enquête de l'Observatoire de la jeunesse en France
qui date de 2015 et donc je la mettrai aussi dans la description. C'est la sexualité à l'adolescence aux prises avec les normes socio-éducatives. Bref, je t'expliquerai après de quoi il s'agit exactement. Mais voilà, ce que je vais dire est en partie issu de ces documents-là et aussi de manière générale des études que je fais en sociaux, puisque c'est aussi des thématiques qu'on aborde notamment dans les études genre. Ah oui, et aussi avant de lancer vraiment la vidéo, je voulais déjà qu'on s'attarde sur le titre. Le titre qui nous dit « Le plus grand problème de TikTok, l'hypersexualisation ». Alors, rien que là, je trouve que dire que l'hypersexualisation c'est le plus grand problème d'un réseau social, c'est faire fausse route. Parce que, faut savoir qu'avant cette vidéo, il y avait une partie 1 que j'ai regardée déjà, mais que je ne commenterai pas, dans laquelle justement le roi des rats explique un peu le contexte des réseaux sociaux comme TikTok. Il explique grosso modo qu'il y a tout un marché super douteux sur TikTok, puis qu'il y a des tendances aussi questionnables. Et il introduit la thématique de la pédocriminalité en disant que y a des personnes qui sont sur ce genre de réseaux sociaux pour trouver des proies, etc. Notamment du coup des pédocriminels. Et donc déjà, rien que là, le fait de dire que c'est l'hypersexualisation le plus gros problème, pour moi c'est pas vrai, parce que le plus gros problème, au vu de ce que je pense qu'il va aborder, le plus gros problème c'est la violence des criminels et non pas l'hypersexualisation des jeunes, mais on y vient. Aussi je pense qu'il faut se poser la question, c'est quoi l'hypersexualisation? Est-ce que c'est le fait que des adultes utilisent les enfants et les mettent en scène d'une manière sexualisante à des fins mercantiles, par exemple? Ou est-ce qu'on parle de jeunes femmes sur les réseaux sociaux qui vont se présenter d'une manière avantageuse correspondant à des standards de beauté esthétique et suscitant l'intérêt général de par leur beauté, etc. On peut aussi se poser la question. Ou est-ce que l'hypersexualisation, c'est le regard que posent majoritairement des hommes sur les jeunes femmes en les considérant comme de la charcuterie fraîche? Dans tous les cas, quelle que soit la définition que l'on donne, le plus gros problème, selon moi, ce n'est pas ça, c'est la présence de pédocriminels sur les réseaux sociaux, mais on y vient. Là on voit que ça fait partie de sa série Le Monde part en couille, donc il y a déjà cette idée que plus ça va, moins ça va. Salut tout le monde, aujourd'hui... Est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur l'illustration de la miniature? Donc là au milieu c'est une machine avec le logo TikTok. À l'entrée de la machine on a le dessin de ce qui semble être une enfant ou une préado habillée avec des vêtements qui rappellent le monde de l'enfance, avec des licornes, un pantalon rose avec des petites étoiles et tout. Limite ça fait pyjama en fait, donc ça rappelle vraiment ce côté innocent de l'enfance et tout. Et lorsqu'elle sort de la machine, elle est blonde, les cheveux relevés, elle montre son nombril, ses jambes, et sa pose est suggestive entre guillemets, puisque entre la première version de cette personne et la deuxième on voit qu'il n'y a pas la même attitude quoi. Ici on est censé comprendre qu'elle est dans une dynamique de séduction et je trouve déjà que ça c'est assez parlant. C'est à dire que l'idée implicite derrière cette miniature c'est que avant on a des enfants innocents, avant TikTok donc, puis après TikTok, on devient, je sais pas comment on pourrait la qualifier, mais qui en tout cas renvoie à un imaginaire de jeune femme séductrice, sûre d'elle dans son attitude et tout. Il y a comme l'idée que TikTok transforme les jeunes filles. Si j'ai bien compris. J'ai décidé de vous parler de l'hypersexualisation qu'on peut trouver sur la plateforme. Et on parlera aussi d'Instagram, vu qu'ils sont étroitement liés autour de ce phénomène. C'est à mon sens une des choses les plus problématiques de notre société en ce qui concerne les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui se fait petit à petit de manière quasiment invisible. Et en France, on ne parle que très peu de ce phénomène. Il n'y a presque pas d'études sur le sujet en France. Alors ça, je crois que je me trompe pas si je dis que c'est faux, parce que les recherches, notamment en études genre aussi, en sociologie de manière générale, s'intéressent beaucoup à la jeunesse, s'intéressent beaucoup à la sexualité, s'intéressent beaucoup à comment on traite la sexualité, notamment des adolescents et par extension des jeunes femmes. Donc je comprends pas pourquoi il dit que c'est pas un truc dont on parle et qu'il n'y a aucune recherche là-dessus, parce que la preuve c'est que moi là j'en ai et j'ai pas mal d'exemples d'ailleurs d'études à ce sujet, donc bon. Cette vidéo est donc faite pour vous faire comprendre les problèmes liés à tout ça, notamment pour les futurs parents ou bien les parents actuels, voire même certains grands frères ou grandes sœurs. C'est une vidéo longue et dense niveau information, c'était dur de faire plus court sur un sujet comme celui-ci. Si j'ai bien compris, c'est une vidéo qui s'adresse donc à des adultes
pour alerter sur des, entre guillemets, dérives qu'il y aurait sur TikTok et Instagram concernant des jeunes femmes. Déjà à ce moment-là, on part dans une posture assez paternaliste, c'est-à-dire que cette vidéo s'inscrit dans une logique de je vais prévenir des gens que leurs gamines sont exposées sur les réseaux, font des choses qui sont pas ok, etc. Sans s'adresser directement aux gamines en question, entre guillemets. Donc déjà là, à nouveau, je suis pas très à l'aise avec la posture qui est choisie, mais soit. Continuons. Dans cette vidéo, on va s'intéresser essentiellement à l'impact de l'hypersexualisation sur les femmes parce qu'elles sont les principales victimes. Le phénomène touche aussi les hommes, mais cela reste globalement assez marginal. Gardez bien en tête que c'est de la prévention et non pas de la dénonciation. Les femmes ou jeunes filles rentrant dans les critères de l'hypersexualisation sont à mon sens des victimes. On va le voir plus tard, mais c'est la société qui a amené ce résultat-là. Alors, s'il y a bien quelque chose dont les femmes et les jeunes filles sont victimes, c'est de la violence masculine et patriarcale. Le fait que les hommes ont très souvent tendance à percevoir nos corps comme éminemment sexuelle, comme par essence sexuelle, en effet c'est un problème. De là à dire que nous sommes victimes de l'hypersexualisation, à nouveau, pour moi c'est se tromper de cible. Je veux dire, les hommes n'ont pas attendu les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram pour infliger de la violence à des femmes ou à des personnes perçues comme femmes. Donc j'aime pas trop cette formulation. Dans cette vidéo, quand on parlera d'hypersexualisation, cela définira un comportement ou bien un contenu répondant à différents critères qui amène à une sexualisation de manière consciente ou inconsciente, n'étant pas saine pour un individu ou un groupe d'individus. Pour faire simple, c'est une sexualisation qui est tellement poussée que ça en devient toxique pour la société ou un individu. Comme exemple, on peut prendre celui des magazines féminins qui parlent essentiellement d'astuces pour maigrir, pour être sexy, être la plus belle dans son maillot de bain, etc. Et la sexualisation précoce, c'est globalement l'hypersexualisation, mais touchant spécifiquement les enfants. Une enfant reproduisant le WOP Challenge est un parfait exemple. La psychologue québécoise... Non. C'est là où je suis pas d'accord. En fait, moi, ce qui me dérange, qui pourrait ressembler à de l'hypersexualisation, c'est le fait que des groupes de mecs cinquantenaires dans une entreprise décident de mettre en scène une gamine pour vendre du dentifrice en l'habillant, en la déguisant en femme adulte et en la faisant adopter des codes de la sexualité adulte. Ça me dérange. Pour moi, c'est ça l'hypersexualisation, c'est-à-dire c'est le regard que posent les hommes de manière générale sur les femmes, notamment les jeunes femmes, et qui utilisent et instrumentalisent leur regard à des fins commerciales. Ça, pour moi, c'est un problème. Maintenant, des adolescentes qui font la chorégraphie de la chanson WAP, qui en effet est une chanson à caractère extrêmement sexuel, pour moi, ça, c'est pas de l'hypersexualisation. Pour moi, ça, c'est des jeunes adultes, des ados, des pré-ados, qui, comme à toutes les époques de l'histoire de l'humanité, avaient des modèles, parfois des modèles de célébrités plus ou moins controversés, et qui les imitent. Et ça existe dans absolument toutes les cultures, dans tous les contextes, avant même qu'existent les réseaux sociaux. Disons que si tu veux, avant Instagram, Twitter, TikTok, les jeunes filles, elles regardaient la télé et il y avait leurs célébrités préférées, Britney Spears, Laurie, Shakira, peu importe, et elles faisaient les mêmes chorégraphies dans leur chambre. Elles avaient peut-être pas de réseau social pour le publier, mais c'est quelque chose d'extrêmement commun et pas du tout nouveau que des très jeunes personnes aient envie de faire comme d'autres personnes qu'elles admirent. Et pour moi, c'est important de le préciser dans le sens où ce n'est pas les réseaux sociaux qui tout d'un coup ont donné l'idée à des jeunes d'imiter leur célébrité préférée. C'est juste que les réseaux sociaux ont permis de montrer quelque chose qui avant n'était pas forcément montré ou qu'on ne pouvait même pas montrer puisqu'on n'avait pas forcément les moyens. Les outils pour faire ça, je veux dire. Globalement, ce sont divers critères qui sont étroitement liés à ce que la société nous inculque indirectement. Que ça soit à quoi les femmes doivent ressembler, et d'un autre côté, ce que les hommes doivent chercher. Ce sont les critères de beauté qui sont principalement transmis par les médias, comme la télé avec notamment les émissions de télé-réalité, ou celles axées sur la beauté comme les émissions de relooking. Sans oublier les séries télé, ainsi que les films, et bien entendu les publicités. Et d'un autre côté, la presse écrite avec les magazines féminins, et depuis environ une dizaine d'années, il y a les réseaux sociaux qui se sont rajoutés à tout ça. Ils ont totalement accentué l'hypersexualisation dans notre société, et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Je pense qu'en effet, c'est important d'avoir un regard critique sur les pratiques liées à la beauté, notamment la beauté des femmes. Notamment tout ce qui concerne les injonctions et les dictats sur comment on devrait domestiquer nos corps afin de correspondre à un idéal de beauté qui en réalité n'existe juste pas, puisque même les modèles qu'on voit dans les magazines ne ressemblent pas aux modèles qui posent pour les magazines, à cause des retouches, etc. Donc oui, je pense que dans une certaine mesure, c'est intéressant de critiquer toutes ces injonctions et surtout, ce que je n'ai pas encore entendu là dans la vidéo, le marché qu'il y a autour de ça. En fait, à mon avis, ce serait plus pertinent de s'inscrire dans une critique
anticapitaliste de la chose, c'est-à-dire non pas de se focaliser sur le fait qu'il y a des femmes qui vont se faire des injections ou qui vont s'habiller avec les mêmes ensembles que la famille Kardashian ou quoi, c'est pas ça the point. Pour moi, c'est vraiment le marché, l'industrie, le business qu'il y a autour de nos complexes, tous ces gens qui font en fait leur argent et qui capitalisent sur j'ai pas d'autre mot que domestication des corps. En fait, moi, ce que je crains, c'est le fait qu'on stigmatise les jeunes femmes. Parce qu'au final, ce que ces jeunes femmes, elles font, c'est la même chose que la majorité d'entre nous, c'est-à-dire chercher à avoir une identité dans le monde, chercher à prendre sa place dans l'espace, chercher à correspondre à des attentes imposées par énormément de sphères sociales. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que et je l'ai vu notamment beaucoup dans les commentaires, c'est que les gens se disent bah voilà, les gamines complètement lavées du cerveau, qui font de la merde, qui réfléchissent pas et tout. Alors que juste, le problème me semble n'est pas celui-là. Il est ailleurs. Il faut savoir une chose, l'hypersexualisation ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène observé depuis un moment, notamment après les années 1960 où il y a eu à travers le monde occidental une libération de la sexualité. En prenant l'égalité entre les sexes et notamment l'émancipation de la femme, le sexe devient moins tabou et on trouvera de plus en plus de contenu sexualisé dans les différents médias comme à la télé, dans les magazines mais aussi au cinéma. Des femmes deviennent de véritables sex symboles comme Marilyn Monroe dans les années 1950, Brigitte Bardot après le film français Et Dieu créa la femme, Madonna dans les années 1980 ou encore Britney Spears dans les années 1990 avec son clip de Baby One More Time qui la propulse en sex symbole à seulement 16 ans. C'est vrai que à partir des années 60-70, et d'ailleurs j'en avais parlé dans mes vidéos sur la pédocriminalité, que je te mettrai aussi dans la description, il y a eu en effet une révolution dans les mœurs en ce qui concerne les pratiques et la sexualité de manière générale, les orientations sexuelles, la famille, tout ce genre de choses. Donc oui, il y a eu un changement. Maintenant, avant qu'il y ait cette révolution sexuelle, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, il y avait déjà une sorte de fascination louche et malsaine pour ce que représente en fait la femme avec un grand F. Il n'y a qu'à voir tous les auteurs du 19e et début 20e qui écrivent des milliers et des milliers de pages sur des muses, sur des femmes, et puis le corps des femmes, et puis même la science avait un tas d'idées sur ce qu'était la femme et sa sexualité, et puis le fait qu'elle soit chargée de quelque chose de très malsain et de très tentateur. Bref, ça date de bien plus longtemps que la révolution sexuelle. Et donc je pense que ça peut porter à confusion parce que là, par rapport à ce qu'il dit, on dirait que genre c'est à partir de la révolution sexuelle que tout d'un coup les femmes ont été érigées en sex symbole, alors que non. En fait, genre bien avant ça, c'était déjà le cas. À nouveau, ça prenait juste une autre forme en fait. Là où, par contre, il y a eu un changement concret, je pense, c'est dans l'industrie économique, c'est dans le marché, comme je le disais tout à l'heure, où à ce moment-là, peut-être, à nouveau, ça je suis pas sûre, mais où à ce moment-là, probablement qu'on a juste eu moins de scrupules à assumer ouvertement le fait que la sexualité était au centre de la stratégie marketing d'énormément d'entreprises et de manière générale le fait que les hommes nous perçoivent depuis la nuit des temps comme des êtres par essence sexuels, par essence tentateurs. C'est juste que là pour moi c'est assumé quoi, c'est assumé, c'est instrumentalisé, c'est capitalisé, mais ce n'est pas à nouveau quelque chose de bien nouveau. Michel Boson, qui est un des auteurs des documents que j'ai présentés au départ, explique que les relations entre adolescence, jeunesse et sexualité sont profondément transformées depuis la deuxième moitié du XXe siècle, donc la période que mentionne le roi des rats. En effet, ça nous a révolutionné sur plein de points, la contraception, l'avortement, la sexualité féminine, le mariage, le divorce, tout ça. En effet, ça a beaucoup évolué. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'avant la période de la révolution sexuelle, le cadrage autour de la sexualité des adolescents se faisait dans les institutions, notamment scolaires et religieuses. Et c'était très chargé d'un double standard. C'est-à-dire que pendant qu'on expliquait aux jeunes femmes qu'il fallait qu'elles soient vierges, chastes, qu'elles ne couchent pas avant le mariage, qu'elles se préservent, qu'elles se protègent des hommes, et ben on expliquait aux garçons que leur sexualité, sans forcément qu'elle soit débridée, pouvait être active, quelque chose dans lequel il y a une découverte de soi, etc. Donc il y avait vraiment ce double standard à l'époque. Et depuis qu'il y a eu la révolution sexuelle, disons que les expériences
ça c'est à nouveau l'auteur qui le dit, les expériences en termes de sexualité chez les jeunes, entre jeunes filles et jeunes garçons, elles se sont rapprochées. Donc les expériences entre la sexualité des jeunes femmes et des jeunes hommes s'équilibrent un peu, elles se ressemblent de plus en plus, en tout cas elles se rejoignent, mais le double standard, il a juste été reformulé. C'est-à-dire que ça n'a pas tout d'un coup fait qu'il n'y avait plus d'inégalité de genre ou de violence sexuelle en fonction du genre, etc. Non, c'est juste que cette dissociation qui avant était assez assumée entre une femme ne couche pas et un homme peut coucher, ça s'est juste retransformé, ça a pris d'autres formes. Un des apports de cette révolution sexuelle a été l'idée que les adolescents pouvaient être d'une certaine manière autonomes par rapport à leur sexualité. Il y avait moins de cadres, moins d'institutions qui faisaient office de contrôle sur la sexualité des jeunes, puisque comme je l'ai dit avant, c'était la religion et l'école notamment qui s'occupaient de ça, en tout cas dans le monde occidental. Et après la révolution sexuelle, ces cadres ont été de moins en moins pris au sérieux, ils ont eu de moins en moins d'influence, et donc la sexualité des jeunes qui existait déjà avant, hein, je le rappelle, juste s'est retrouvée à échapper aux logiques institutionnelles, et donc il y a eu ce processus où on invitait surtout les adolescents à être responsables de leur propre sexualité. Et l'auteur nous explique que, paradoxalement, l'émergence d'une autonomie privée de l'adolescence et de la jeunesse va de pair avec une explosion des inquiétudes des adultes. Cet alarmisme sexuel qui frise la panique morale à l'égard de la jeunesse est l'un des contre-coups de la fin du contrôle direct des adultes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette idée de « ok, on libère la sexualité, on arrête d'imposer des normes à tout le monde, et aussi aux jeunes ». Mais en même temps, les adultes se retrouvent complètement flippés à l'idée que leurs ados aient une sexualité parce que y a plus le cadre qu'il y avait avant, et ils se retrouvent un peu genre perdus dans la nature avec un contrôle qu'ils doivent apprendre à gérer eux-mêmes. Et pour moi c'est important de faire cet aparté dans la mesure où encore aujourd'hui dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, ce qu'il s'est passé pendant la révolution sexuelle est synonyme de dépravation des mœurs, d'une dégringolade morale en ce qui concerne le comportement sexuel, notamment des jeunes et notamment des jeunes femmes et des adolescentes, puisque on a vu un discours très alarmiste en fait émerger à partir de là, parfois pour de bonnes raisons, puisque si tu as vu mes vidéos sur la pédocriminalité, il y a en effet des choses qui moralement n'allaient pas du tout. Donc je te laisserai voir les vidéos si elles t'intéressent, mais de manière générale il y a eu une sorte de panique morale de la part notamment des adultes concernant le comportement sexuel des jeunes. On partait du principe qu'ils ne savaient plus se comporter, que ces jeunes n'avaient plus aucune dignité, qu'ils n'avaient plus aucune limite, notamment les jeunes femmes, hein, j'insiste là-dessus, qu'elles n'avaient plus aucun honneur, qu'elles adoptaient des comportements sexuels dangereux et provoquants. Et donc il y avait vraiment ce contre-discours par rapport au mouvement initial de la révolution sexuelle qui de base se voulait positif, libérateur, rendre la sexualité moins taboue, etc. Et ce contre-discours s'inscrit dans une logique très alarmiste, très moralisatrice, notamment, comme je l'ai dit, vis-à-vis du comportement sexuel des jeunes femmes. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les comportements sexuels des jeunes filles, avec la révolution sexuelle, ont commencé progressivement à ressembler de plus en plus à ce que faisaient déjà les garçons, puisque à l'époque où il y avait beaucoup plus de contrôle et de normes, etc., certes, les garçons vivaient aussi une forme de contrôle sur leur sexualité, mais ils avaient quand même accès à ce monde-là d'une manière beaucoup plus tranquille, libre, sans avoir autant de pression que ce que vivaient les jeunes femmes. Donc il y a eu la révolution sexuelle, les jeunes femmes tout d'un coup ont commencé à ne plus écouter toutes ces injonctions faites à leur encontre, et notamment à l'encontre de leur sexualité, et donc ça a créé une forme d'équilibre en fait entre les expériences des jeunes filles et des jeunes garçons qui commençaient de plus en plus à se ressembler. Ce qui ne veut pas dire que l'égalité est parfaite et qu'il n'y a plus de double standard. Sauf que ce qu'ont vu les gens, c'est pas que les comportements entre adolescents, filles et garçons ont commencé à se ressembler de plus en plus et à s'équilibrer. Non, ce que les gens ont vu et retenu, c'est que tout d'un coup, les femmes avaient une sexualité, et de plus en plus jeune, et que qu'est-ce que ça voulait dire tout ça, et que c'était bien la preuve que le monde partait complètement en couille, comme le dit le roi des rats, qu'il y a une dépravation des mœurs et de la sexualité, et on verra pourquoi en fait, le fait que des jeunes filles commencent à avoir une sexualité un peu moins contrôlée, ça a créé justement cette panique générale, mais ça je le laisse pour la suite de la vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Là, il a enchaîné avec la question de la pédocriminalité, et il parlait notamment du film qui s'appelle Léon avec Nathalie
Portman qui avait 13 ans et qui met, alors j'ai pas vu le film donc je suis désolée si je le résume mal, mais qui visiblement met en scène une histoire entre elle et un homme bien plus âgé qu'elle, qui visiblement est un homme déjà de base criminel et qui entretient une relation douteuse avec elle. Bref, donc ça c'est le scénario du film, mais évidemment je pense que je t'apprends rien si je te dis que dans le milieu du cinéma, comme nous l'a d'ailleurs bien expliqué Adèle Haenel, il y a en effet beaucoup de soucis en ce qui concerne des actes pédocriminels. La sexualisation précoce est une partie intégrante de notre société. On peut le remarquer quand on regarde les produits proposés pour les jeunes filles. On peut trouver par exemple des brassières pour enfants, des jeunes adolescents qui sont rembourrés, ainsi que des strings pour enfants. Des marques vendent des vêtements d'adultes taille pour enfants pour que les parents puissent les habiller en mini-adultes. Et si des entreprises en font leur business, c'est que ça fonctionne. Tout ça fait partie de la sexualisation précoce. Nous allons maintenant nous intéresser aux dérives de l'hypersexualisation liées aux réseaux sociaux en nous focalisant essentiellement sur TikTok, mais aussi Instagram. Certains n'ont peut-être pas vu ma vidéo sur TikTok postée fin 2020, mais j'avais pointé du doigt certains problèmes de la plateforme et l'hypersexualisation revenait souvent dans ces problèmes. J'avais notamment parlé de l'algorithme de l'onglet pour toi, l'onglet tendance, qui est principalement basé sur le pourcentage de temps de visionnage de la vidéo, ce qui fait que plus tu regardes longtemps une vidéo, plus l'algorithme va te proposer des vidéos similaires. Sauf qu'avec le nombre de vidéos sexualisées sur TikTok, tu te retrouves très facilement avec un onglet pour toi entièrement rempli de vidéos hypersexualisées, voire de contenu pornographique. Pour commencer, s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que sur TikTok, l'hypersexualisation n'est pas que banalisée ou normalisée, elle est tendance. Alors là, je pense qu'il y a plein de choses qui se confondent et c'est là où voilà, ça commence à me poser problème pour de vrai. Il y a eu un moment où il a introduit la question de la pédocriminalité en lien avec le fait de sexualiser des enfants à la télé, de les considérer comme des mini-adultes, etc., etc. En effet, c'est super grave que des adultes perçoivent des enfants comme des objets sexuels, comme des objets de désir même, et qu'ils considèrent que c'est ok d'avoir des relations avec les enfants. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est pas du tout ok de mettre des enfants dans de telles postures et de les instrumentaliser à des fins de désir, de fantasme ou d'excitation, notamment pour un public masculin majoritairement. À ce sujet, j'ai fait 2 vidéos sur la pédocriminalité l'année passée. Comme je l'ai dit, elles seront dans la description et pour moi c'est des vidéos super importantes parce que, à mon sens, ça permet de recentrer le problème sur qui est responsable des dangers par rapport à ce qui peut arriver à des enfants dans leur sphère intime. Et là, ce qui va pas du tout, c'est qu'en fait on passe de il y a des pédocriminels dans le cinéma qui mettent en scène des gamines de 13 ans ayant des relations sexuelles avec des adultes de 50 piges, à il y a des jeunes femmes sur TikTok qui se mettent en avant, qui montrent leur corps, qui dansent d'une manière sensuelle, etc. Je vois pas le rapport. Je sais qu'a priori, il y a des gens qui pourraient se dire oui, bah ça revient au même, on voit des gosses dans des positions d'adultes et c'est dérangeant et c'est pas ok et c'est l'hypersexualisation. Sauf que non, ce n'est pas la même chose. Parce que, en fait, dans un cas, on a la banalisation d'une relation pédocriminelle avec une instrumentalisation claire et précise et très violente en fait, que ce soit dans le film ou derrière le film, et c'est le cas de beaucoup de productions culturelles, artistiques, cinématographiques, etc. Et de l'autre côté, on a des préados / adolescents, voire même des enfants, qui sont avec leur téléphone et les réseaux sociaux et qui se mettent en scène eux-mêmes tout seuls. Et je trouve que le parallèle est super ambigu parce que ça revient à dire en gros qu'un enfant qui va faire, je sais pas, une démonstration de grand écart sur TikTok parce que cet enfant en l'occurrence est gymnaste et a envie de montrer qu'il sait faire un grand écart, on va considérer que c'est tout aussi malsain et bizarre à regarder qu'un film qui met en scène une gosse de 13 ans avec un homme de 50 ans ayant des relations sexuelles, et ce n'est pas la même chose. Et c'est ce glissement moi qui me dérange, c'est vraiment ce raccourci qui est fait que je trouve dangereux, parce qu'en fait dans l'imaginaire commun ça revient au même, c'est-à-dire que ça revient au même de voir un film qui a été pensé, conçu, conscientisé par un gars avec des intentions extrêmement douteuses et criminelles d'ailleurs, qui met en scène une situation d'illégalité et de violence, et on va avoir l'impression qu'on regarde la même chose quand on est face à ça que quand on est face à des jeunes qui utilisent des réseaux sociaux parfois d'une manière qu'on ne comprend pas, et on va faire un parallèle comme ça en se disant genre ah c'est tout aussi dégueulasse, ah regardez des gamins dans une position de sexualisation, etc. c'est super grave. Mais vraiment j'insiste sur le fait que ce ne sont pas les mêmes situations, même si en effet sur TikTok et plein d'autres réseaux sociaux il y a des pédophiles qui vont se nourrir de ce contenu et faire plein de trucs dégueulasses avec, mais à nouveau je le répète, les pédocriminels n'existent pas depuis les réseaux sociaux. À l'époque de la Grèce antique, il y a des siècles de
de ça, ils existaient déjà. Il y avait déjà des textes qui disaient que c'était ok de se taper des enfants. Enfin, d'après ce que j'ai compris par rapport aux autres vidéos que j'ai vues du roi des rats, la solution ce serait qu'en gros on protège les gamins de ça, que les gamins ne se mettent pas en scène sur TikTok et les réseaux sociaux, peu importe, mais qu'en tout cas on les cache, qu'on les protège, qu'on évite d'avoir ce genre d'image pour que justement les pédos ne puissent pas s'en saisir. Et moi je pense clairement c'est pas la solution. Après je vais développer parce que je suis même pas à la moitié de la vidéo, mais c'est à nouveau c'est cette idée de décentrer le regard sur qu'est-ce qu'il faut changer. Est-ce que c'est vraiment la présence des enfants sur TikTok qu'il faut éradiquer, ou est-ce que c'est pas plutôt le comportement masculin en général, l'impunité totale des violeurs, des agresseurs, des pédocriminels dans la société de manière générale? Est-ce que c'est pas plutôt ça en fait qu'il faudrait sur lequel il faudrait mettre toute son énergie, tu vois? Pour commencer, s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que sur TikTok, l'hypersexualisation n'est pas que banalisée ou normalisée, elle est tendance. Et il est là le problème. Mais du coup, ce serait quoi la solution? Que on fasse sauter toutes les images de jeunes femmes qui pourraient évoquer un potentiel désir chez des hommes aux intentions douteuses? Non, je crois pas que ce soit ça la solution. À nouveau, mauvaise cible. Problème principal. Il faut faire ce genre de contenu pour être facilement populaire. Faire des danses sexualisées te permet sans trop te prendre la tête et de réfléchir, d'augmenter ton nombre de vues et de likes. Parler de sexe. Mais là, genre vous avez vu la meuf qui danse? C'est rien du tout. Faire des danses sexualisées te permet sans trop te prendre la tête et de réfléchir, d'augmenter ton nombre de vues et de likes. Faire des danses sexualisées, et la meuf elle bouge ses bras et elle dandine un peu ses hanches. Enfin, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il suffit qu'on voit une jeune femme ou une adolescente qui va être perçue comme mignonne, ou même pas d'ailleurs, hein, mais qui va juste exister dans l'espace, qui va susciter de l'admiration et de la fascination pour qu'on considère qu'elle est éminemment sexuelle. Pardon, mais là les images que je viens de voir ne sont pas sexuelles. On n'a pas la même définition de ce que c'est une danse sexualisée, parce qu'en fait, moi il s'avère que je sors dans la rue avec un t-shirt sans soutien-gorge et qu'on voit mes tétons pour qu'on considère que je suis en train de me sexualiser. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait de manière générale, dans l'imaginaire masculin, c'est pareil de voir une image de pédopornographie qu'une gamine qui fait le grand écart à la gymnastique. C'est ça le problème, c'est qu'ils voient de la sexualité partout, même quand on n'est même pas en train de la mettre en scène. Et c'est justement le souci quand on va montrer toutes ces jeunes femmes qui sont soit en jupe, soit en train de danser ou peu importe, parce qu'on ne fait absolument pas la différence entre le contenu qui est d'ordre pédopornographique et le contenu juste où c'est des jeunes filles qui font leur vie et puis qu'on les voit avec le filtre de la sexualisation. Certaines stars tiktokeuses sont même connues essentiellement pour leur sexualisation, jusqu'à malheureusement avoir des compilations de leurs vidéos disponibles sur des sites pornographiques. Il y a même bien pire, avec des sites entiers de personnes se partageant des comptes TikTok de filles plus ou moins jeunes, avec notamment des mineurs parmi ces comptes partagés. Ils consomment les vidéos de ces utilisatrices comme un contenu pornographique. Mais du coup le problème c'est vraiment TikTok? Non, le problème c'est ces mecs, et c'est le fait qu'ils peuvent faire ça tranquillement et que personne va jamais rien leur redire et que personne va faire une vidéo entière pour dire le plus grand problème de TikTok, les réseaux pédocriminels et l'impunité générale de la violence masculine. Ça c'est le problème. Dans cette partie, on va s'intéresser à trois choses. La première sera Léa et lui, la tiktokeuse française la plus connue au monde. Deuxièmement, on s'intéressera à l'onglet pour toi de TikTok et son contenu. Et en dernier, on s'intéressera aux différents comptes d'enfants plus ou moins jeunes qui copient cette mode hypersexualisée. Alors mais non, mais là la gamine elle fait rien. C'est pas un contenu hyper sexualisé, je suis navrée. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est juste une gosse qui danse et qui vit sa best life. On s'intéressera à l'onglet pour toi de TikTok et son contenu. Et en dernier, on s'intéressera aux différents comptes d'enfants plus ou moins jeunes qui copient cette mode hypersexualisée. Alors certaines personnes ne connaissent probablement pas Léa et lui, mais avec ses 15 millions d'abonnés sur TikTok, elle est la française la plus suivie. Son TikTok est constitué à 90% de vidéos de danse qui sont quasiment toutes sexualisées. Elle réalise des TikTok depuis ses 15-16 ans en ayant commencé sur Musical.ly qui a été racheté par la suite par TikTok. Le pouvoir d'influence de Léa provient donc à 100% de son physique. Et ça pose beaucoup de problèmes quand on peut voir le nombre d'enfants et d'adolescents qui peuvent la suivre. Comment se sentir bien dans son corps quand les gens qui nous influencent se caractérisent par uniquement leur physique? Alors là par exemple, je trouve qu'il y a quand même un ton hyper culpabilisant envers cette jeune femme, donc Léa et lui. Même si après coup il dit c'est pas pour l'ériger en grande méchante, c'est pas la seule influenceuse à faire ça, etc. Mais il y a vraiment cette idée que c'est à cause d'elle que d'autres jeunes vont développer des complexes et vont être mal et tout. À nouveau, comme si le problème central des gamins dans cette société, c'était les influenceuses qui ressemblent à des canons de beauté. Alors que le problème central des gamins de cette société, par rapport aux problématiques qui sont abordées dans la vidéo, c'est la violence des prédateurs, c'est le système, comment il est fait par rapport à la gestion de ces violences, et à nouveau on passe complètement à côté du véritable problème. Pourquoi mettre autant d'énergie, de temps, de moyens à décortiquer, analyser, critiquer le comportement de ces jeunes femmes et de ces préadolescentes sur les réseaux sociaux
plutôt que d'utiliser exactement les mêmes ressources pour questionner et lutter contre la violence des prédateurs en question. Et on en revient à cette problématique de base qui est présente dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, je dirais même de la majorité des personnes, c'est que la violence masculine, la violence misogyne et patriarcale, c'est comme si elle était indestructible. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus volontiers expliquer aux jeunes femmes comment se protéger, comment ne pas alimenter les désirs des autres, comment ne pas provoquer, comment ne pas produire ce type de contenu qui va finir dans des réseaux douteux, etc. Donc on va beaucoup plus facilement dire aux femmes comment se protéger plutôt que de mettre la même énergie à éduquer les hommes, à les cadrer, à les reprendre et de manière générale à se concentrer sur ce que eux font de mal, plutôt que de systématiquement chercher à dissimuler, restreindre, limiter, peu importe, mais tout ce qui concerne le fait que les femmes contrôlent leur comportement, quoi. À ce sujet, l'enquête de l'Observatoire de la jeunesse dont je te parlais au début parle de ça, parce que du coup c'est une enquête en fait qui a analysé la notion de consentement sexuel, notamment chez les jeunes dans un cadre d'éducation sexuelle à l'école. Donc c'est une enquête qui a questionné non seulement les intervenants et intervenantes, mais qui a questionné aussi les jeunes filles et les jeunes garçons. Les observations menées au cours des séances d'éducation à la sexualité en milieu scolaire montrent que les animateurs, animatrices de prévention reproduisent pour la plupart des stéréotypes de genre. Garçons et filles ne sont pas pensés comme étant concernés par les mêmes dangers et les mêmes risques. Le consentement sexuel d'ailleurs n'est utilisé qu'au féminin, comme si le consentement ne concernait pas les jeunes hommes. C'est-à-dire que c'est elle qui doit consentir, elle est consentante ou elle ne l'est pas. Mais on va pas parler du fait qu'un garçon devrait aussi pouvoir exprimer son consentement ou non lors d'un rapport sexuel. Parce que inconsciemment on a cette idée qu'un mec de toute façon va l'être et que une femme va avoir tendance de base à ne pas forcément désirer les rapports sexuels, et ça témoigne bien du fait qu'on a cette idée que la sexualité chez les garçons elle est spontanée, active et toujours au taquet, et que chez les femmes elle est comme éteinte, passive, et puis qu'elle est plus difficile à activer. Donc ça alimente un peu inconsciemment ce schéma de les hommes ont des pulsions, des désirs incontrôlables. Et j'invente rien parce que c'est ce qui est dit en fait dans la suite du texte. Les histoires servant à illustrer les séances mettent en scène des garçons toujours prêts à avoir un rapport sexuel et des filles qui doivent réussir à affirmer qu'elles ne sont pas prêtes. Cela fait écho dans les récits des jeunes filles et garçons qui adhèrent massivement à l'idée que les hommes ont des besoins sexuels à assouvir et que les filles sont du côté des émotions, des sentiments, non sans lien avec les représentations sociales. Professionnels et jeunes partagent une conception dichotomique et binaire des sexes, avec d'un côté l'homme actif sexuellement et de l'autre les femmes chargées de préserver l'ordre moral et participant à imposer un schéma hétéronormatif. Donc cette idée que les femmes portent en elles le devoir de civiliser la sexualité des hommes, elle n'est pas nouvelle. Pareil, c'est pas apparu avec les réseaux sociaux ou dans les années 2000 ou quoi, c'est aussi vieux que le monde. Et le fait qu'on mette cette injonction aux femmes, c'est-à-dire que leur sexualité se doit d'être discrète, subtile, cachée, parce que son rôle c'est de contenir les déviances masculines, et ben c'est juste la reproduction de l'ordre du genre, quoi, de pourquoi en fait on vit dans une société inégalitaire, parce que les femmes, leur rôle c'est de pas écouter leurs désirs ou leurs envies ou leurs nécessités, mais leur rôle c'est de canaliser les gars en fait. Et c'est pas ok. Toujours dans la même étude, on nous explique que dans l'imaginaire, non seulement des professionnels de l'éducation sexuelle, mais aussi des enfants, et là on parle en France en 2015, c'est que les garçons doivent incarner une sexualité active et prête à tout moment pour dire oui, alors que les filles, elles, doivent apprendre à dire non et à refuser toute avance sexuelle possible, quoi. Parce qu'il y a vraiment ce truc de qui canalise l'autre, et c'est pas possible en fait, parce que dans les faits, les hommes doivent apprendre à se canaliser tout seuls. Ce qui est très paradoxal, c'est que autant on va accorder beaucoup plus de liberté envers les jeunes hommes par rapport à leur sexualité, les sorties, leur vie de manière générale, et on va quand même partir du principe qu'ils sont complètement ingérables et incontrôlables au niveau de la sexualité. Et donc c'est les femmes qu'il faudrait contrôler.
Ça n'a pas de sens. Ce qui m'avait frappé lors de mes recherches pour la première partie de TikTok, c'était la quantité de vidéos parlant de sexe et comment tout était un prétexte pour faire une vidéo sur le sujet. C'est totalement nouveau depuis quelques années. Avant, la sexualisation passait uniquement par le physique. Il y a donc les challenges sexualisés autour des danses ou certaines pratiques comme le WOP Challenge ou plus récemment le Bussy Challenge. Et à côté de ces challenges, on a plein de vidéos verbales ou écrites parlant de sexe non pas dans un souci de bienveillance, de partage d'expériences, de vulgarisation, mais pour tout simplement être tendance, se mettre en avant, dire moi je fais ça et c'est cool de faire ça. Sauf que ce ne sont pas que des adultes expérimentés qui parlent de sexe, mais aussi des adolescents au collège ou au lycée. On a vraiment plein de genres de vidéos. On a ceux qui mettent en scène des crachats sexualisés, d'autres faisant leur blanchiment dentaire en vidéo parce que ça a une connotation sexuelle, d'autres simulant certaines scènes de sexe fictives, d'autres qui invitent les gens à envoyer des photos dénudées, d'autres parlant de la violence pendant le sexe pour rendre ça cool, etc. etc. Et tous les types de vidéos que je viens de... Moi je trouve pas ça problématique que des jeunes aient envie de parler de sexualité publiquement à partir du moment où ils incitent pas à faire des choses dangereuses ou illégales ou voilà, qui portent atteinte à qui que ce soit d'autre. En soi, je pense pas que ce soit genre le fait de parler de sexualité qui pose problème, même si c'est pour buzzer ou pour être tendance. Voilà, je trouve que c'est... Enfin, après c'est mon avis personnel, mais au contraire, moi je trouve ça même mieux que les jeunes se sentent capables de parler de sexualité. Je pense que c'est important qu'ils se sentent légitimes à en parler. Je sais pas si c'est conscient ou pas, mais en fait parmi une dizaine de meufs qu'on a vues pour exemplifier le fait de parler de sexualité, on a vu 2 mecs. 3 éventuellement, mais je suis presque sûre qu'ils étaient que 2 parmi une dizaine de meufs pour exemplifier la chose. Et je trouve que c'est pas du tout anodin. Parce que ça remet en exergue le fait qu'une femme, jeune femme d'ailleurs, qui va parler de sexualité ouvertement ou de pratique, c'est dérangeant. Plus que si c'était un garçon. Sachant que par exemple, typiquement les films comme American Pie, ça existait bien avant l'apparition des réseaux sociaux et c'est que des mecs qui parlent de leur pratique sexuelle. Et dans l'imaginaire commun, c'est plus drôle que gênant en fait. Donc je trouvais ça assez particulier de voir que il aurait pu faire exactement le même montage avec que des gars qui parlent de sexe, super douteux, super creepy, super dangereux, parce qu'il y en a en plus hein, qui transmettent des choses carrément dégueulasses, des mecs qui promeuvent la culture du viol, qui décrivent comment ils agresseraient physiquement d'autres femmes et tout, mais c'est pas ça qu'on voit là. Là on voit des meufs qui parlent de ça, et c'est ça qui dérange. Surtout quand tu rajoutes l'influence du porno dans la sexualité des jeunes. Si en plus du porno tu as maintenant des gens tout à fait lambda sur TikTok qui te reconfirment que le sexe c'est ça, ça pose énormément de problèmes. Vous allez peut-être penser que je suis trop fermé d'esprit ou trop alarmiste, mais quand je peux voir des centaines et des centaines de vidéos comme celle-ci, et ça sans exagérer, avec des enfants ou adolescents en commentaire, certains comptes qui ne font que des vidéos comme celle-ci et sont connus uniquement pour ça, je ne peux qu'être alarmé de l'influence de TikTok sur la sexualité des plus jeunes. Ces vidéos n'ont pas pour but de libérer la parole sur des sujets tabous, mais simplement faire réagir les gens. Parce que l'objectif premier quand tu réalises un TikTok, c'est qu'il soit vu par le maximum de personnes et de gagner des abonnés. Et les gens ont compris que le sujet du sexe, ça fonctionne très bien sur TikTok. D'après Statista, en 2018, il y a 87% des enfants français de 14 ans possédant au moins un compte sur les réseaux sociaux et au moins un tiers des enfants de 8 à 10 ans ont aussi un compte sur les réseaux sociaux. Quand on regarde ces statistiques, c'est tout à fait normal de s'inquiéter quand on contenu disponible sur TikTok, qui est une plateforme plébiscitée et adorée par les plus jeunes. Pendant mes recherches, au-delà des comptes parlant de sexe ou des danses sexualisées, je suis tombé sur plusieurs comptes d'enfants assez particuliers, notamment le compte de cette très jeune fille qui s'est fait bannir de TikTok et qui continue toujours de poster des photos et vidéos sur Instagram. Le compte est dirigé par la mère de l'enfant et ce qui est intéressant à regarder, c'est à quel point la mère transforme sa fille en mini-adulte. On y retrouve tout, le sac à main, les bottes, les crop-tops, les boucles d'oreilles, le pantalon moulant en cuir, la boisson dans la main et même du maquillage. Le cliché typique de la photo Instagram. Et tout ça pose énormément de questions d'un point de vue éthique. Si au premier abord on peut trouver ça mignon, quand on y réfléchit un peu plus, c'est tout de même différent. Il y a une opposition totale entre l'enfant qui essaye les vêtements de sa mère ou de son père pour lui ressembler, s'amuser, et la mère qui habille son enfant comme une petite poupée. Le problème vient que l'enfant n'existe pas par lui-même, c'est sa mère qui... Pareil, il y a un saut là, un glissement que je ne comprends pas. On était sur le fait qu'ils trouvaient ça dérangeant que des jeunes parlent de sexualité et que ce ne soit pas dans un but pédagogique ou sensibilisant, mais juste pour se marier, pour être tendance ou quoi que ce soit. À nouveau, moi, j'y vois pas de problème à partir du moment où ça n'incite à rien de dangereux. Mais tout d'un coup, en un quart de seconde, on tombe sur ce conte de gamine qui est instrumentalisé complètement par sa mère, en plus dans un but commercial évidemment. Ça, vraiment, ça me débecte, ça m'énerve au plus haut point, les parents qui capitalisent sur l'image de leur gosse. Enfin bref, ça ce serait tout un autre sujet de vidéo, mais pareil, genre là, c'est quoi le rapport? Enfin... Je trouve que il y a trop de choses qui sont... Enfin, il y a trop de choses et qui n'ont pas forcément toutes un lien évident. Mais lui il l'a mis genre sous l'étiquette hypersexualisation et paf, c'est ça le problème de TikTok, alors que non. Le compte de Mandy Current résume parfaitement tous les problèmes liés à la sexualisation précoce. Vous avez peut-être déjà vu son TikTok qui a fait le tour du monde il y a quelques mois. On la voit reproduire une danse TikTok, et ce qui a fait connaître la vidéo c'est tout simplement le fait qu'elle ait seulement 7 ans, et pourtant elle connaît tous les codes des danses TikTok. Maintenant, même si elle s'est fait bannir de TikTok à cause de son âge, elle a tout de même un compte Instagram certifié avec plus de 200 000 abonnés et produit toujours des vidéos de danse hypersexualisées qui sont énormément partagées. Mais quelle hypersexualisée? Non, 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 faut pas dire ça.
Je suis désolée, mais non, là la gosse, elle fait rien d'autre que danser en fait. Non mais vraiment, observons là les danses qui sont supposées être problématiques. Pardon, je commence à m'énerver, je devrais pas. Des danses hypersexualisées qui sont énormément partagées. On est vraiment face à un cliché de la sexualisation précoce. Cet enfant reproduit les danses tendances sur des musiques de Nicki Minaj ou Cardi B qui sont donc très sexualisées. Elle est maquillée, a des tenues moulantes et ou avec des t-shirts courts, reproduit les challenges d'auto-narcissisation. Bref, tout ce qui fonctionne sur TikTok et Instagram, cette jeune fille l'a reproduit. Bien... Sur la question du côté narcissique des réseaux sociaux et l'impact que ça a sur les jeunes, je vais pas m'étaler parce que je ne sais pas. En fait, je sais pas c'est quoi les conséquences de ce genre de pratique sur les jeunes. J'imagine que c'est pas très positif, en effet. Maintenant, moi, juste, je suis pas d'accord d'entendre que là, ce qu'on vient de voir en termes de petites danses Instagram, sous prétexte que c'est fait sur des chansons dont les chanteuses en effet se mettent en scène d'une manière très sexualisée, que du coup ce soit le cas pour elles, parce que là ce qu'on vient de voir c'est juste des gamines qui dansent hein. Genre moi quand j'avais 11 ans et que je dansais sur de Britney Spears, même si c'était Baby One More Time, je refuse qu'on perçoive ça comme moi qui me sexualise en fait. En fait tu peux pas me dire que ça c'est être hyper sexualisé, et ça non plus. Enfin, c'est ce regard-là, c'est ce regard posé sur ces gamines qui juste imitent leur star préférée sans même être dans un truc excessivement explicite, suggestif ou quoi. Là pour le coup, c'est des gestes d'enfant en fait. Qu'un enfant reproduise des chorégraphies en réadaptant d'ailleurs les gestes, hein, parce qu'on voit bien qu'elles sont pas non plus à quatre pattes sur le parquet avec un string léopard comme ce que tu peux voir dans WAP par exemple, mais là elles reprennent des chansons, elles réadaptent les gestes, et en plus de ça c'est même pas des gestes qui en soi renvoient à l'imaginaire de la sexualité, puisque c'est juste pardon mais on regarde ça à nouveau hein. Pardon mais là à quel moment ça renvoie à un imaginaire de la sexualité? Rien, à aucun moment, à aucun moment. Si c'est le fait qu'elle fasse un petit déhanché à un moment qui pose problème et que les gens y voient un appel à la sexualisation immense, moi je pense que c'est le regard qu'on pose sur elle qui est problématique. Parce que je suis désolée, mais moi quand je vois ça, je ne vois pas une gamine qui se sexualise à outrance. C'est ça qui me pose problème avec ce type de vidéo, c'est que en fait il y a tout plein de choses qui sont mélangées, vraiment. Il y a la pédocriminalité au cinéma, il y a le phénomène de la libération sexuelle des années 60, il y a les adolescentes ou les préados qui vont utiliser par eux-mêmes les réseaux sociaux d'une manière qui est critiquée dans la vidéo, il y a le fait qu'il y a des parents qui utilisent leurs enfants, enfin ça va dans tous les sens, parce que la cible c'est l'hypersexualisation, mais comme j'ai dit, moi je pense pas que le problème c'est l'hypersexualisation. À partir de l'hypersexualisation, tu peux dériver sur plein de trucs qui, selon moi, n'ont pas à être tous rassemblés comme ça et de faire ces glissements constamment comme c'est fait dans la vidéo. Et au final, on est complètement perdu sur concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour à la fin lutter contre les violences, parce qu'il s'agit quand même de ça à la base, hein. On parle de tout ça quand même parce que le but c'est de faire en sorte que les pédocriminels arrêtent de violenter des gamins, et en fait on est perdu dans une myriade de problématiques qui ont l'air de toutes se confondre dans le parapluie hypersexualisation, alors qu'en fait c'est des situations bien distinctes qui ne relèvent pas des mêmes enjeux. Et puis donc même pas une personne, mais un corps. Et sur le long terme, c'est ça qui te fait perdre confiance en toi. Parce que tu vis à travers ton corps, et l'intérêt de beaucoup de personnes qui te regardent ne passe que par là. À quoi bon se sentir envié si la personne ne s'arrête qu'à ton physique? Là, on a l'impression que les réseaux sociaux ont inventé le concept de culte du corps, ont inventé l'idée que une femme n'a pas d'esprit, n'a pas de cerveau, n'a pas de vécu, mais juste est un réceptacle à sperme qui va engrosser un enfant et puis qui va ensuite l'élever. Ça, c'est des idées qui datent à nouveau, mais depuis tellement longtemps. Ça suppose qu'en fait le problème c'est les réseaux sociaux, c'est l'utilisation que les jeunes en font, et puis on passe complètement à côté du vrai souci en fait. Donc moi ce qui me dérange c'est vraiment ce ton en fait paternaliste et infantilisant, comme si même les jeunes, les ados, les préados étaient pas capables en fait de comprendre les dynamiques qu'il y avait derrière et de raisonner en fait par rapport à ça. C'est sûr que si on leur reparle jamais et puis que personne n'est là pour leur donner des outils, ça risque d'être compliqué, mais en l'occurrence la solution c'est pas de parler d'eux comme si ils étaient absolument incapables de réfléchir par eux-mêmes en fait. Entre 2002 et 2013,
2023, les recours à la chirurgie esthétique chez les 18 ans ou moins ont triplé aux États-Unis, passant de 3 872 à 11 326. 2 tiers des filles de 16 ans d'un lycée qui ont été interrogées connaissaient quelqu'un qui avait eu recours à la chirurgie esthétique. Les chirurgies les plus désirées étaient la liposuction pour la réduction de la graisse dans les hanches, les cuisses et le ventre et l'augmentation mammaire. Là pour le coup, carrément, genre c'est un méga fléau et c'est tragique que la préoccupation majeure de tellement de jeunes ce soit d'investir de l'argent pour se faire des implants ou se faire liposucer ou quoi. Donc oui, en effet, c'est un problème. Mais à nouveau, où est la source de ce mal, tu vois? Est-ce que c'est Léa et lui sur TikTok? Je crois pas. Bébé d'amour. Je vais finir ma vidéo avec quelques remarques en plus que j'avais envie de faire de manière plus générale sur ce genre de contenu. J'ai la sensation que le roi des rats, comme beaucoup de personnes, entre dans une logique, le fait de se dire que plus les générations avancent, moins on a d'espoir en fait par rapport au futur de l'humanité en gros. Il y a vraiment cette idée que le monde part en couille comme le mentionne le roi des rats, donc c'est-à-dire regardez voilà avec l'apparition des réseaux sociaux tout est plus chaotique, plus dangereux, plus ci, plus ça. Et ça c'est vraiment un discours en fait qu'on a pu observer dans l'histoire mais genre absolument à tous les coups. C'est-à-dire que c'est un truc qui revient tout le temps. Tout le temps, cette idée que les générations qui sont en dessous de la nôtre perdent les repères, deviennent moralement débauchés, ne savent plus comment être des gens civilisés, etc. Et ça date, mais ça date vraiment de bien avant nos générations à nous. C'est-à-dire que à l'époque, avant même qu'il y ait Internet, avant même qu'il y ait la télé, avant même qu'il y ait une technologie quelconque qui puisse ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui, déjà, par exemple, les parents trouvaient ça inacceptable que leurs gamins se mettent à lire autant de livres. C'est-à-dire qu'à une époque, voilà, les livres ont commencé à proliférer, de plus en plus de jeunes ont voulu lire des livres et donc on retrouvait des discours similaires, c'est-à-dire des parents qui disaient ben voilà, les jeunes d'aujourd'hui, ils passent leur temps dans leurs livres, ils ont le nez toujours dans leurs bouquins et ça les désocialise et puis ça va être la débauche de la société, etc. Puis ensuite, pareil avec l'apparition de la télé, puis ensuite pareil avec l'apparition d'Internet, puis ensuite avec les smartphones. Et même avant tout ça, il y a des sources écrites, mais carrément vieilles, quoi. Là, comme ça, j'ai pas les écrits sous les yeux, mais si ça t'intéresse, je t'invite à regarder les travaux que fait la sociologue Claire Ballet sur la jeunesse et le numérique de manière générale. Et elle explique justement que en fait, ce discours-là, on le retrouve absolument tout le temps. À l'époque de l'Antiquité, les gens partaient du principe que la jeunesse était débauchée. Et ça, c'est du pré-mâché, en fait. C'est tout le temps comme ça. Nos enfants diront des prochains que, regardez, leurs nouveaux outils, ça va pas, etc. Et pour moi, là, ça ressort beaucoup, en fait. Cette idée que le problème, c'est les futures générations, les outils qu'elles utilisent. Et au final, à nouveau, on passe complètement à côté de la cible. C'est-à-dire que le vrai problème derrière tout ça, ce n'est pas que les jeunes filles parlent de sexualité, ce n'est pas que les jeunes filles fassent des danses ou aient une sexualité active et qu'elles en parlent, enfin c'est pas ça le problème. Le problème en fait c'est que on va toujours utiliser le comportement des femmes pour justifier la violence des hommes. Toujours dans l'étude de Michel Boson, il y a un passage que je voulais lire aussi pour parler justement du fait que au final est-ce que c'est pas plus la vision en général qu'on a de la sexualité des femmes et notamment des jeunes femmes qui est dérangée et dérangeante. Donc ça c'est à la page 127 où il explique: si l'obligation de rester vierge jusqu'au mariage s'est relâchée pour les femmes dès les années 60, de nouvelles attentes sociales se sont imposées à elles. L'impératif d'inscrire leur vie sexuelle dans un cadre amoureux, puis l'exigence de la protection et de la contraception. En définitive, les premiers pas des femmes dans la sexualité sont d'emblée envisagés comme un test de leur capacité à nouer une relation. Cette représentation de la sexualité initiale est liée à la responsabilité qui continue de leur être assignée de faire entrer les hommes dans un couple hétérosexuel, même si ce n'est pas pour tout de suite. Donc il y a vraiment cette idée qu'elles ne peuvent pas forcément disposer de leur sexualité en dehors de ce cadre-là, déjà d'un cadre hétéro et en plus d'un cadre qui s'inscrit forcément dans le sentiment, l'affect, etc. Et dès que ça sort de ce cadre, ça nous dérange et on assimile ça à quelque chose de
dépravé moralement. Aussi, il y a un petit point sur la pornographie qui est intéressant. Il nous dit: l'idée que la pornographie serait devenue la forme essentielle de socialisation des jeunes à la sexualité ne résiste pas à l'épreuve des faits. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que l'idée générale comme quoi les jeunes apprennent tout de la sexualité dans le porno, c'est faux en fait. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que, à l'heure actuelle, et ce depuis quelques années maintenant, on nous dit: très diverses sont les nouvelles sources d'informations et de normes diffuses en matière de sexualité qui occupent le terrain. Médias, internet, psychologique vulgarisée, médecine, école, campagne de prévention, littérature, publicité, cinéma, enquête sur la sexualité, etc. En somme, il y a une prolifération des discours, des savoirs et des images de la sexualité, ainsi que des recommandations en matière de comportement particulièrement contradictoires. La pornographie n'est que l'une de ces images, elle n'a pas le rôle dominant qu'on lui prête habituellement. Il faut noter par ailleurs que l'influence directe de ces discours et de ces images sur les pratiques individuelles demeure limitée, car ils ne sont plus associés à des appareils de contrôle et de sanctions efficaces. Ce qui est intéressant avec l'étude de Michel Boson, c'est qu'il explique que c'est pas parce que les mœurs ont changé et puis que les pratiques sexuelles ont évolué qu'en fait le contrôle fait sur la sexualité, notamment des jeunes femmes, il a changé, puisque encore aujourd'hui, sous une autre forme bien sûr, on va fliquer littéralement en fait la sexualité des jeunes femmes, alors qu'on devrait fliquer la sexualité des jeunes hommes qui pour le coup représentent en majorité les auteurs de violences en fait, lorsqu'il s'agit de violences sexuelles. Donc, enfin pas forcément que les jeunes hommes, les hommes en général. Bref, à la page 130 il nous dit à propos des jeunes et de la vulnérabilité sur internet, il nous dit: dans ce contexte, l'autonomie sexuelle de la jeunesse fait surgir de nombreux objets de crainte, voire de fantasmes. On peut voir les jeunes comme particulièrement vulnérables aux risques sexuels, on peut les voir comme soumis à des risques de violence, entre parenthèses pédocriminalité, on peut les voir comme en danger moral et nécessitant une protection, exposés à une perte totale de repères sociaux parce qu'ils ne connaissent pas leurs limites ou les différences entre fiction et réalité et qu'ils transformeraient leurs loisirs et plaisirs en addiction. On peut enfin les voir comme constituant un danger social, une nouvelle classe dangereuse hors de tout. Des jeunes à problème, un groupe en perte de repères. Sauf que dans les faits, quand on regarde l'évolution de la sexualité des jeunes, en tout cas ces dernières décennies, on se rend compte qu'au contraire, aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus précautionneux qu'avant, notamment en termes de protection contre les IST par exemple. Si en effet entre la Seconde Guerre mondiale et les années 2000, l'âge du premier rapport sexuel a beaucoup diminué, depuis les années 2000 ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que la moyenne reste entre 17 et 18 ans pour les filles et les garçons, depuis 20 ans à peu près. Alors qu'entre temps il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu justement cette prétendue explosion de débauche en ligne, et pourtant les comportements sexuels des jeunes, ça fait 20 ans en fait qu'ils évoluent pas tant que ça, et au contraire qui sont même carrément plus et qui sont mieux informés qu'avant en fait sur les pratiques de protection et de sécurité et de consentement, etc. Grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est que malgré le fait qu'on a la sensation en général que les jeunes sont de plus en plus débauchés, de plus en plus précoces, de plus en plus exposés à des dangers, etc., et ben dans les faits, leur sexualité à proprement parler ne témoigne pas du tout d'une débauche ou d'une dépravation morale ou sexuelle. C'est d'ailleurs carrément l'inverse, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait maintenant ils ont accès d'une manière beaucoup plus libre et facile à de l'information nécessaire pour avoir une bonne sexualité, mais il y a un effet en fait, et ça je sais plus qui l'avait dit, je me souviens pas, mais en gros j'avais écouté quelqu'un lors d'un colloque une fois parler de ça, qui expliquait qu'en fait ce n'est pas que les jeunes d'aujourd'hui font des conneries plutôt plus jeunes et plus graves qu'avant, c'est juste que maintenant elles sont filmées. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un gosse, un ado ou un préado fait ce qui pourrait être considéré comme un acte répréhensible, aujourd'hui c'est juste qu'il est visible. Mais c'est pas parce qu'il est visible que tout d'un coup il est apparu, il est né. En fait, ça fait depuis très longtemps que les jeunes font des choses que les adultes considèrent comme n'étant pas ok. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça notre préoccupation lorsqu'il s'agit de parler des problématiques auxquelles sont exposées notamment des jeunes femmes par rapport au comportement de prédateurs sexuels sur le net?
Non, c'est pas trop ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment faire pour que ces prédateurs arrêtent d'être des prédateurs ou arrêtent de passer à l'acte, ou en tout cas de créer une société dans laquelle ils ne se sentent pas aussi tranquilles à l'idée de créer des forums dans lesquels ils vont partager des photos de mineurs qui dansent en partant du principe qu'elles l'ont cherché parce qu'elles se sont sexualisées toutes seules. Ma vidéo, elle est pas là pour dire qu'il faut pas faire de prévention, qu'il faut pas accompagner les jeunes dans l'utilisation des réseaux, qu'il faut pas avoir de regard critique sur ce qui est produit, etc. Pas du tout. En plus, dans beaucoup de mes vidéos, je propose aussi une analyse de ce qui se passe en ligne, etc. Donc ce serait complètement bête de ma part de faire genre que tout le monde fait ce qu'il veut sur internet et on s'en fout et c'est la foire à la saucisse, il faut rien critiquer, la liberté, nanana. C'est pas du tout le discours que j'ai. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de dire, ok, bon, il y a des dangers liés à des enjeux sociaux qui concernent notamment une partie de la population qu'on ne cesse de dénoncer, c'est-à-dire des hommes qui ont des comportements de merde à l'encontre des femmes, des ados, des minorités de genre, etc. Et que malgré le fait qu'on sait très bien qui sont majoritairement les auteurs des violences morales, physiques, sexuelles à l'encontre de ces minorités-là sociales, eh ben on continue quand même perpétuellement de répéter aux populations vulnérables en termes de violences sexistes et misogynes que c'est à elles de faire attention, que c'est à elles de réfléchir à ce qu'elles postent, que c'est à elles de canaliser leur comportement pour, par extension, canaliser le comportement de potentiels prédateurs, que c'est à elles de se questionner, que c'est à elles de se protéger. Enfin, non. En fait, on en a un petit peu marre que ce soit toujours à nous de réfléchir, anticiper, prévoir pour pas qu'il nous arrive une connerie en fait. Et ce serait génial d'avoir le même genre de vidéo mais pour dénoncer et recadrer et pointer du doigt ouvertement d'où vient vraiment le problème des dérives qu'on peut voir survenir sur les réseaux sociaux. Mais en fait, il faut arrêter de demander aux victimes des violences institutionnelles et systémiques de se soumettre en fait à ces violences et de contrôler elles leur comportement face à ça. Dernière référence que je vais faire, une vidéo que j'ai postée pareil il y a plus d'1 an maintenant qui s'appelle Il faut que ça cesse, où je parle de la différence qu'il y a entre avoir soit une forme de responsabilité dans son comportement par rapport à notre propre survie, notre propre intégrité, etc. et le fait d'être coupable entre guillemets des violences qu'on subit. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans tous les cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si mon travail de manière générale te plaît et que tu veux me soutenir pour que je continue à faire mes vidéos de manière autonome, tu peux faire un tour sur mon Utip et me faire un petit don, même si c'est 1 €. Pour moi, ça fait la différence au quotidien et merci infiniment aux personnes qui le font déjà. Je vais m'arrêter là, je suis complètement au bout du rouleau. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.